après 3 présentations comme celle-là. Parce que je découvre que je suis très vieux, je viens de passer mes 43 ans. Je vois que je fais des photos qui sont assez pourries. Et puis je me rends compte finalement, mon côté sénégalais, je suis pas vraiment une bête de sexe. Donc là, ça commence mal. Mais bon, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais présenter? J'aime pas trop parler de moi en fait. Et je me suis dit, si j'étais vous, qu'est-ce que j'aimerais voir? Parce que je me dis, ok, c'est bien, lui il a fait ça et autres, bon, so what? Comment moi je l'applique sur mon cas? Et je me suis dit, bon voilà, je vais essayer de faire un exercice un peu entre les deux pour vous donner un échange entre l'entrepreneuriat et peut-être mon histoire. Alors, dans les théories de l'entrepreneuriat, vous savez, il y a ce qu'on appelle la vallée de la mort. Et en fait, les entreprises, entre 3 à 5 ans, c'est là que les 3/4 meurent. En fait, ce que ça crée, c'est que personne ne veut entreprendre, en fait. Vous vous dites tous, purée, pourquoi je vais entreprendre? Parce qu'on se casse tous la figure et tout le monde nous raconte que en fait, c'est super dur d'entreprendre. Effectivement, c'est super dur. Et c'est encore plus dur au Sénégal, on va en parler. Donc, quelque part, il faut être un peu fou. Hein, je pense qu'on l'a bien vu. Les 3 qui sont passés avant sont un peu fous. En fait, on ne sait pas pourquoi on le fait. Parce que les questions viennent, pourquoi vous faites ça? En fait, on ne sait pas. On le fait parce que voilà, on a senti un truc. Et je pense que c'est comme celui qui a posé la question tout à l'heure. Il a dit, pensez qu'on peut le mettre dans une mer. Et j'ai l'impression qu'il a vu sa mère à côté de chez lui. Il s'est dit, mais est-ce que je peux pas faire la même chose? Est-ce que c'est vrai? Hein? Celui qui a posé la question là, il n'était pas là. C'est ça? Non, parce que en fait, moi j'ai commencé comme ça. J'étais en génie informatique au Canada. J'étais dans un cours l'entrepreneuriat et l'ingénieur. Et le prof, qui était une sommité dans les théories de l'entrepreneuriat et tout, nous parlait de projets qui n'ont pas marché et qui devraient pouvoir marcher parce qu'ils ont des bons produits. Et il nous parlait d'un projet de pompe à eau manuelle. Et moi, je suis africain, enfin, je viens d'Afrique aussi et tout, et je me dis, purée, on a besoin d'eau. Et j'ai dit, bah, ce projet-là, moi, je vais le faire. Alors, je vais le voir à la fin du cours. Comme par hasard, alors, tous les Africains qui étaient en cours, ils viennent aussi. Donc, on était 7 autour du prof, en train de dire, voilà, truc. Et du coup, c'est devenu le projet de tout le monde. Donc on était 7, après on est allé s'asseoir au café, on a dit bon on va aller changer le monde, on a besoin d'eau en Afrique, en plus on venait de plusieurs pays, donc on a dit purée on a un supermarché, etc. On a vu. 3 mois après j'étais tout seul. Et donc les autres ils ont lâché, ils ont fait leur cours, et moi je continuais. Voilà. Et en fait je commençais comme ça, donc j'étais en génie informatique, c'était la question, pourquoi vous n'avez pas fait dans votre secteur? Parce qu'on a envie d'entreprendre en fait. Et donc, en fait, le premier projet que j'ai poussé, finalement, c'était une pompe à eau manuelle, qui était une innovation technologique, puisqu'elle elle pesait 10 kg, elle était faite en polyuréthane, et elle allait jusqu'à 30 mètres de profondeur. Et donc, c'est un travail collectif, hein, c'était une société, enfin bref. Donc, voilà. J'avais pas un franc, donc j'ai été vraiment au culot, hein, je suis allé voir le type qui avait lancé ce projet-là au départ. J'ai dit, bah, écoutez, moi j'ai envie de relancer ce projet. Il me dit, mais vous savez, moi il y a 1 an, j'avais comme vous, quelqu'un, un Camerounais. Alors le type, je savais pas, mais il était multimillionnaire en fait. Un Camerounais qui était là, il avait une grosse chaîne en or, il m'a dit la même chose et je ne l'ai plus jamais revu. Et donc on voit bien aussi à ça. C'est-à-dire, on se décourage, il y en a qui lancent des projets et puis ils ne le font pas. Donc la vallée de la mort, ça nous fait très peur. Ça existe, mais finalement, vous voyez, il y en a d'autres qui le font, ils l'apprennent. Puis on arrive à s'en sortir. Hein, on commence, on est tout petit, on devient une start-up, on commence à être une petite société, et après on commence à réussir à faire de l'argent, à équilibrer, c'est-à-dire moins perdre d'argent qu'on en injecte, et puis petit à petit on commence vraiment à gagner de l'argent, et là ça devient sympa. Bon, c'est pas tout le monde qui arrive là, mais après voilà, c'est la différence entre le succès finalement et l'échec, c'est-à-dire qu'on commence à être soutenable. Ce qu'il a dit, c'est bien beau la passion, mais à un moment donné, il faut que ça génère de l'argent. Donc, il faut aussi garder ça en tête, et ça, c'est un point assez important. Il faut être encore plus fou, en fait, pour faire de l'entrepreneuriat en Afrique. Vous voyez, ça, c'est une photo de l'Afrique vue du ciel, enfin, surtout de l'espace, et on voit qu'en fait, on n'a pas d'électricité. Parce qu'en fait, on la voit quasiment pas, l'Afrique. C'est horrible. C'est une très belle photo, je pense. Hein. Voilà. Et donc on se dit, ben voilà, en fait c'est cette image qu'on nous a tapé dans la tête pendant longtemps, que voilà, en Afrique on peut pas, c'est compliqué, il n'y a rien,
Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de truc. En fait, il y a que des problèmes. En fait, finalement, pourquoi on entreprendrait en Afrique? Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui nourrit le fait qu'on se dise qu'on ne peut pas entreprendre. Qu'on se dise qu'on va juste finir dans la vallée de la mort. Et personne n'a envie de finir là-bas. Donc, on se dit, mais pourtant, il y a d'autres perspectives. Je ne sais pas si vous avez vu cette carte d'Afrique. Elle est excellente, cette carte. Quelqu'un qui s'est amusé à prendre, et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes les cartes qu'on a, en fait, sont que des représentations d'abord, et en plus ne représentent pas la réalité de l'Afrique. Et donc, quelque part, l'image qu'on nous a vendue de l'Afrique, notre ami nous a dit Cheikh Anta Diop, moi aussi j'ai été marqué par Cheikh Anta Diop, je pense qu'il y a des générations, je vous invite à lire, parce que c'est vrai que la nouvelle génération, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas trop Cheikh Anta Diop, et vraiment, il y a beaucoup à aller chercher pour se reconstruire, aussi construire une confiance en soi. Et là, on voit, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? C'est qu'en fait, si on prend tous les continents, j'ai bien dit tous les continents, qu'on les met dans l'Afrique, vous voyez les zones grises, c'est qu'il reste encore de la place. Donc en fait, le continent est énorme. Il est énorme et on a de la place. Et en plus, on a tous les types de climats sur la Terre, sur le continent africain. On a, alors là c'est pas moi qui le dis, c'était le rapport McKinsey qui nous disait qu'on avait à peu près 80% des ressources minérales mondiales. À un moment, il nous disait qu'on avait 60% des terres arables non cultivées sur le territoire africain. Donc quand on sait que justement nourrir la planète, ça va être un vrai enjeu. On va être la 3e population mondiale, horizon 2050. Donc on va être en fait le continent de demain, ce que Marianne nous dit et nous invite à croire avec ce show. Hein. Et il faut y croire en fait. Et donc le continent de demain, il faut aussi qu'on participe à le construire. Et ça c'est l'histoire qui doit venir. L'Afrique est innovante. On l'a vu tout de suite, Guy en est un exemple vivant. Tous nos amis là sont des exemples vivants, que ce soit Youssou ou Abdoulaye, sont des exemples de cette capacité à entreprendre. Parce qu'en Afrique, on n'a pas que des villages. On a des villes comme Dakar, Abidjan, etc. Mais mieux, est-ce que vous savez qu'il y a des nouvelles villes qui sont en train d'émerger? Pas des villes toutes pourries avec pas d'urbanisme et tout ça, mais des nouvelles villes écologiques à écologie et énergie positive, au Nigeria, au Maroc, etc. Des projets qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Et ça, je ne vous parle pas de maquettes, hein, je vous parle de projets réels qui sont en train de sortir de terre à l'heure où je vous parle. Et donc ça, c'est aussi l'Afrique. Et en fait, on se rend compte que l'Afrique, elle est multiple, elle est plurielle, elle est complexe, elle est complètement différente. Et donc, l'Afrique, en fait, elle sera ce qu'on voudra qu'elle soit. Et donc, moi, c'est un peu ça l'histoire que je veux vous dire, et quelque part, je veux casser un peu le mythe de l'entrepreneur. Et c'est pour ça que raconter une histoire, c'est bien beau, mais je veux casser le mythe de l'entrepreneur. Et pour ça, maintenant, on commence à s'alimenter parce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'entrepreneurs. Et c'est pas que nous qui avons besoin d'entrepreneurs, c'est toute la planète qui a besoin d'entrepreneurs aujourd'hui. Parce qu'un entrepreneur, c'est quoi, quelque part? C'est ce qu'on a vu avec Youssou, ce qu'on a vu avec Lai, ce qu'on a vu avec Guy, c'est ce qu'on verra avec vous. Ces gens qui ont vu un truc, là où personne ne voyait rien. C'est quelqu'un qui voit l'extraordinaire dans l'ordinaire, qui voit une opportunité dans un coup de téléphone. C'est quelqu'un qui voit dans la mer une ressource, là où les gens se sont dit, bah, il n'y a rien là-bas. Ouais. Et qui, inlassablement, commence à se mettre à travailler dessus, et le faire émerger, et le transformer en réalité. Et c'est ça un entrepreneur, et c'est ça qui est extraordinaire avec eux. Et en fait, on voit que ça demande effectivement de la passion. Parce qu'en fait, un entrepreneur, c'est pas un super-héros. C'est un super-héros dans les magazines. Dans les magazines, le type, il est là, il a fait 1 milliard de dollars, et des trucs... et puis on oublie qu'il a commencé, il était en train de galérer dans sa petite maison, et qu'on n'est pas tous des héritiers, on n'est pas tous des gens qui sont tombés dans un truc. Il a fallu se construire. Et on le voit bien. Lai qui s'est battu pour avoir son premier objectif, Youssou qui s'est battu pour avoir son premier prix, etc. Moi, quand j'ai été face à ce multimillionnaire, et que je me suis assis devant lui avec ma belle cravate et mon truc, on venait de sortir de la dévaluation, et je peux vous assurer qu'au Canada, j'avais pas un radis, en fait. J'avais pas d'argent. Mon père, ok, il avait été fonctionnaire international, etc., mais il a 3 enfants. Au Canada, ça coûte cher. Voilà, donc en fait, quand on allait au guichet automatique, c'était presque la loterie.
On y allait, puis on tirait, puis si on entendait prrrr, on disait waouh, j'ai gagné. Et puis hop, on tire. Et c'était comme ça, franchement. Et donc je suis allé au pilote, je dis j'ai envie de faire ce projet, j'ai pas un franc, mais j'ai envie de le faire, je sens qu'il y a quelque chose dedans, j'ai envie de le faire, en plus si je peux amener de l'eau à toute l'Afrique, c'est génial, etc. Et donc voilà, petit à petit, j'ai réussi à construire ce projet à partir de rien. Et c'est plutôt dans ça que l'entrepreneur est un super-héros. C'est dans cette passion-là, en fait. Ils ont tous parlé de passion, si vous avez bien suivi. Et donc, en fait, c'est cette énergie qu'ils vont chercher et qu'ils mettent dans ce projet-là parce qu'ils y croient. Et ils la mettent tous les jours. Et quel que soit ce qu'on leur dit autour d'eux. Moi, j'ai lancé un projet, parce que du coup, je suis un serial entrepreneur. Donc, un entrepreneur en série. En fait, aussi, il y a différents types d'entrepreneurs, mais notamment les entrepreneurs en série, c'est des entrepreneurs qui aiment créer, en fait. D'ailleurs, on a senti, Guy a dit, bon, maintenant j'ai envie de passer à un autre truc, je vais confier à des vendeurs et des trucs, hein, puis moi je vais continuer à créer des trucs. Et on voit, il en a créé plein, des projets. Youssou, je suis sûr qu'il va en sortir d'autres. On a parlé d'un deuxième truc. Lui, on a dit, il joue au piano, il chante, il danse, donc vous pouvez être sûr qu'il va faire d'autres trucs. Donc il va libérer sa créativité. Et en fait, c'est ça aussi. Ce sont les créatifs. Et c'est en ça, peut-être, c'est libérer ce génie créatif et libérer son énergie, en fait, pour entreprendre et oser. Et c'est en ça qu'ils sont des super-héros. Un projet que j'ai lancé à un moment donné, c'était un projet d'aviation d'affaires. J'aime bien ce projet-là parce qu'en fait, mon père m'avait dit que j'étais un vrai fou. Parce qu'il m'a dit, d'où tu vas sortir un avion pour faire ça et truc. Et puis un jour, on était assis, c'était un dimanche, je m'en souviens très bien, et je me lève, je lui dis, je vais à l'aéroport. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accueillir qui? Je dis, non, on va réceptionner notre avion. Il me dit, quoi? C'est quoi cette histoire? Je dis, non, mais en fait, c'est le projet dont je t'avais parlé, ben là, on a l'avion qui est arrivé, donc on va démarrer. Il me dit, mais tu as continué le projet, tu ne m'en as jamais parlé. Je dis, ouais, ben, tu m'as dit que c'était pas possible, donc j'ai pas envie d'entendre tous les jours, c'est pas possible, donc je ne savais pas parler. Et là, ça y est, ça démarre. Et donc voilà, c'est à un moment donné, il faut aussi faire fi de tout notre entourage, de tous ceux qui sont autour, parce qu'en fait, le malheur, c'est qu'il y a 90% de gens qui n'ont pas envie d'entreprendre, et donc qui n'ont pas cette énergie, et qui vont vous pomper votre énergie, par contre, à vous rappeler tous les jours que vous ne pouvez pas faire le projet. Donc, il faut y aller, il faut foncer. Et vous y croyez, comme tous l'ont fait. Faire 10 000 photos la nuit, travailler les trucs, aller au boulot quand même, et tranquillement continuer à travailler dessus, parce que c'est ça que tout le monde a fait, je suis sûr que Marianne, ce qu'elle a fait, et d'autres entrepreneurs, si vous leur parlez. Ils ont commencé, ils ont galéré, ils ont trimé. Moi, j'allais au boulot au Canada, quand je commençais, donc sur le projet de pompe à eau, j'avais rien à manger. Alors à midi, et puis j'étais cravaté et tout, en train de faire mon truc, et les autres collègues, puisque moi en plus, je m'étais imposé comme partenaire, donc associé. Donc il fallait que j'assume mon statut d'associé. Et donc à midi, il y avait la roulotte qui venait avec les repas de midi, tout le monde allait manger, je dis oh j'ai pas très faim et tout, je vais prendre un café. Ouais. Et en fait je crevais la dalle. Mais donc voilà, donc il faut le prendre. Et ça c'est un autre truc, donc on voit l'entrepreneur comme un super-héros, on le voit quand il a fini, il est dans sa 4x4 climatisée, etc. Ce qui est loin d'être fini d'ailleurs, surtout en Afrique. J'ai combien d'amis qui avaient des chiffres d'affaires en milliards et qui aujourd'hui, ils n'ont plus de chiffre d'affaires du tout. Donc on n'est pas à l'abri aussi d'un revers. Donc il faut aussi faire très attention et gérer le futur. On observe en général, c'est que les entreprises commencent toutes petites, elles démarrent sur une idée et elles décollent avec une autre. On a vu les différents cas. Par exemple, c'était très intéressant. J'ai commencé sur de la logistique, faire du transport de colis entre la France et le truc. Et puis l'idée, après, s'est affinée à partir d'un appel. Et donc, de l'écoute client et de sentir qu'il y a quelque chose. Hein, savoir son client, qu'est-ce qu'il veut, etc. Se le coltiner et travailler avec. On met souvent beaucoup de temps pour décoller. 4 ans et demi juste pour avoir un document et en plus pour trouver la bonne technique. Ça, c'est pas mal. Et on voit aussi sans financement institutionnel. Alors là, c'est encore ici, on multiplie ça par 10. Parce qu'il n'y a pas de financement. Ça, il ne faut même pas rêver. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Si vous attendez un financement, oubliez. Et en fait, il faut commencer avec ses moyens. Comme tout le monde a fait ici. On a tous fait ça. Commencez avec vos propres moyens. Commencez petit. Et vous petit à petit, vous renforcez.
Et après, vous pourrez vous acheter des objectifs à 1,5 million. Mais au début, vous commencez à 15 000 francs. Ouais. Non, parce que si vous vous dites j'attends d'avoir 1,5 million pour commencer, ben vous allez attendre. Vous allez attendre. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Prépare un business plan et puis tu vas le présenter à la banque. Alors, un business plan, c'est du rêve complet. Parce qu'en fait, vous ne connaissez même pas votre client. Et la banque, vous pouvez déjà arranger votre business plan parce qu'ils n'ont pas d'argent pour vous. Vous n'avez pas de garantie, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. En tout cas, vous n'avez jamais assez. Même après des années, moi, en tant qu'entrepreneur, avec du chiffre d'affaires, récurrent, etc., c'est eux qui suivent mon compte, ils demandent des garanties quasi équivalentes aux prêts que je demande. Et je leur dis, bah, autant que je me prête l'argent tout seul. Non, mais si vous n'y croyez pas, nous, on ne doit pas... Bah, écoutez, c'est bon. Donc c'est très difficile. Mais il faut commencer. Une petite idée peut devenir grande. Un grand mythe, les entrepreneurs aiment le risque. Il n'y a personne qui aime le risque ici. Mais en fait, le risque, il n'est pas vu de la même manière. Déjà, l'entrepreneur prend un risque qu'il contrôle, en fait, et il s'y tient. C'est-à-dire, il se dit, bah, je peux perdre 125 000, c'est ça, qu'il a négocié. Voilà, son risque qu'il avait calculé pour acheter son appareil photo, c'était 125 000. Voilà. Moi, je m'étais dit, je lance le projet de pompe à eau, je peux mourir de faim pendant 6 mois, et puis tenir avec ce que j'ai, etc., le temps que ça décolle. Ouais. Ou sinon, on passe en plan B. Donc il y a aussi, pendant qu'on le fait, toujours un plan B qui est en train de se travailler tranquillement pour savoir retomber sur ses pieds. Et donc, comme on dit, on va essayer de s'en sortir au maximum durant cette période. Accepter le risque et donc chercher à le contrôler. Le risque zéro, ça n'existe pas. Et ça n'existe d'autant plus pas dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, la personne qui peut vous dire où on sera dans 1 an, franchement, c'est énorme. Parce que même le super PDG de la plus grosse compagnie au monde ne peut pas vous dire dans 1 an où on va être. Parce qu'on est dans une période qui est extrêmement fluctuante. On a une économie qui bouge extrêmement rapidement. On a une crise financière dont on ne peut pas parler. On a une crise écologique qui a été légèrement abordée par Guy. On a vraiment un contexte qui est extrêmement difficile et donc personne ne peut savoir dans 1 an où on sera. Avec la crise ukrainienne, on a presque cru qu'on allait rentrer dans une 3e guerre mondiale. Si vous avez bien suivi les journaux. Donc, c'est dire la tension dans laquelle on est. Donc aujourd'hui, on ne sait pas dans quoi on va. Donc, faire des plans sur la comète, c'est aussi quelque chose d'assez énorme. Le deuxième mythe, grand mythe, c'est une grande idée pour démarrer le projet. Il faut qu'on ait un truc fantastique, c'est ça qui va faire la différence et tout. Mais en fait, et donc l'entrepreneur, en fait, quand il a démarré, il avait une supervision de son projet, et donc il a démarré. Oh non, on l'a vu, les gens se sont construits leur vision dans le temps. Il s'est installé à Bodiane, il a découvert l'endroit, il a senti le truc, il a toute son expérience de la mer qu'il a alimenté, etc. La photo qui s'est fait tranquillement et qui a amélioré son travail, la connaissance de l'entrepreneur, le projet avec la logistique, etc. Donc c'est ça. On travaille dessus, on part d'un petit projet et qu'on truc. Quand on a lancé Jocolab, on a quelques membres et Emmanuel qui a lancé avec moi au départ, il y a ça 4 ans, franchement on ne savait pas où on allait. Hein. On a juste dit, on a un vrai problème, aujourd'hui il faut qu'on change les manières de faire, il faut qu'on mette plus d'humains dans l'économie, il faut qu'on ait plus d'entrepreneurs et de l'innovation. Et voilà, c'est ça qui a démarré le projet. Et après on a commencé à construire. Comment on le fait? Donc, vous avez une petite idée, un truc, allez-y, lancez-vous. Et c'est en faisant que vous allez démarrer. Quand on prend Facebook, c'était un challenge. Le type était dans sa chambre, il s'est donné un challenge, et aujourd'hui, il a, rien qu'au Sénégal, plus d'1 million d'utilisateurs. Dans le monde, il a la moitié de la planète, je crois. C'est un truc complètement dingue. Partir d'un challenge. Alors ça, c'est un petit clin d'œil aussi au pouvoir des technologies, qui sont quelque chose d'extraordinaire que vous ne pouvez même pas imaginer, parce que au-delà de juste vous permettre de faire des projets dingues, comme on a commencé à avoir quelques cheveux blancs, quand on démarrait, il fallait avoir un téléphone et un fax. Ça coûtait cher un téléphone et un fax.
Vous imaginez même pas. Aujourd'hui, vous avez un téléphone portable et vous avez presque un bureau avec votre portable, ordinateur, qui coûte rien, parce qu'à l'époque, ça coûtait un bras. C'était un vrai luxe. Vous avez un bureau. Vous avez un bureau. Et vous allez sur Internet, vous pouvez trouver le contact de n'importe qui ici, que vous pouvez contacter. À l'époque, si vous ne participez pas à la bonne conférence, si vous n'aviez pas la relation qu'il fallait, etc. Mais vous ne pouviez pas avoir autant d'informations. C'était pas aussi accessible. Donc vous avez une opportunité extraordinaire. Là, il s'est formé en ligne, quasiment. Il a fait ses recherches, il a acheté des bouquins et un truc. Et en fait, quand on regarde, beaucoup sont auto-formés. Je suis sûr que Guy, c'était pas un spécialiste du tilapia et des trucs. Mais il est devenu. Parce qu'il s'est mis dedans. Donc vous dites pas, ah ben moi j'ai fait un diplôme de communication, j'ai truc, donc je peux faire que ça. Ben, vous êtes mort si vous faites. Il faut vous dire, voilà, j'ai un projet qui m'intéresse, ce projet-là, ce sujet-là, je vais le maîtriser. Et c'est ça aussi la passion. Parce qu'en fait, on ne calcule plus le temps. On ne calcule plus le temps. Et c'est comme ça que moi, je suis passé, avec une formation en génie informatique, des pompes à eau, à l'assainissement, à une société de forage, hydraulique puis minier, une société d'aviation d'affaires. Je suis revenu dans du conseil technologique, organisation, stratégique. Je suis devenu un expert aussi en commerce international, mais c'était plus, je trouvais le sujet intéressant, etc., etc. Et donc, je suis rentré en plein de projets comme ça, des réseaux de systèmes financiers, etc. Mais parce que finalement, on apprend plus une technique pour aller rentrer dans des projets, finalement, comprendre la matière dans laquelle on va, circonscrire le périmètre, trouver une formule pour y entrer, trouver un projet qui résonne en nous et le porter. Et c'est ça qu'il faut faire. Et vous avez toutes les ressources pour le faire. Et ça, c'est extrêmement important. Mais par contre, vous n'allez pas le faire en 2 jours. Par contre, vous n'allez pas le faire en 2 jours. Et par moment, vous allez galérer très sérieusement. Donc ça ne va pas être facile. Et ça ne va pas se faire en 2 jours. Ça, c'est le truc qu'il faut savoir. Parce qu'aujourd'hui, à force d'entendre le petit Facebook, il est devenu super milliardaire, on a l'impression que voilà, on peut le devenir très rapidement. Et ça, c'est une grosse tromperie sur la marchandise. Il n'y en a qu'un qui fait ça, même à la Silicon Valley, sur je ne sais pas combien de millions. Donc, tranquillement, faites votre projet, vous le posez, confrontez-vous à la réalité et donnez-lui vie. Les entrepreneurs ont la capacité de prédire l'avenir. Je vous ai dit, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de boule de cristal, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui connaît l'avenir. On suppose, on fait des choses, on imagine. Alors tous vos gros business plans avec des prédictions sur 5 à 10 ans, franchement, ça ira quoi. Donc, comme disait Peter Drucker, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. D'autant plus que vous avez toujours des super experts qui vous font des prévisions de folie, en disant que ouais, moi je maîtrise, vous savez, ça fait 15 ans que je suis dans le secteur, et donc si on regarde, et patati et patata, et autres. Il se trouve que les experts, le problème c'est qu'ils ont raconté beaucoup de conneries depuis l'existence de la planète. Quand on regarde, 1895, président de la Royal Society, qui est quand même le cercle de réflexion époque, il dit la réalisation d'une machine volante plus lourde que l'air est impossible. Ah bah, on va lui présenter le A380. Bureau fédéral des brevets, tout ce qui peut être inventé a été fait. Et s'il revient, je crois qu'il va être foudroyé. À l'apparition de la télévision, le directeur de la 20th Century Fox, vous connaissez 20th Century Fox, vous avez dû voir ça devant les films et tout. La télévision n'aura de succès que pendant 6 mois, le public va se lasser très vite de regarder la télé. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont les télés chez eux. Voilà. Mais mieux, au Ghana, 2010, ça c'est énorme, parce que là ça retouche aussi à notre vision de nous-mêmes. La Banque mondiale, enfin les institutions internationales, on va être politically correct, a eu un écart de 75% sur le PIB du Ghana. 75%. Parce que certaines données n'étaient pas actualisées. Donc continuez à faire confiance aux experts, vous allez voir, vous allez finir. Vous savez ? Il y a quelqu'un, je crois que c'est Clémenceau, qui disait que la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser aux militaires. Et c'est ça aussi un deuxième truc. C'est qu'en fait, toute l'énergie que vous mettez, les gens vous regardent, ils disent, mais comment il fait celui-là, etc. Il met autant d'énergie dans ce projet, c'est pas possible. Et en fait, c'est tout simplement qu'on n'a pas l'impression de travailler. Parce qu'on fait quelque chose qu'on aime. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, donc il faut trouver ce que vous aimez.
Qu'est-ce qui va vous résonner avec vous-même et vous porter dans votre projet? Les entrepreneurs réussissent seuls. Voilà une deuxième bêtise aussi, parce que souvent, c'est comme dans un groupe de rock ou un groupe de musique. On vous présente le chanteur, il est là et tout, on dit ouais c'est lui et tout. Alors qu'en fait derrière, ouais, il y a le batteur, il y a le gars qui fait la guitare, il y a l'autre qui fait les trucs et tout. En fait, c'est tout un groupe qui fait la musique. Il n'est pas tout seul à chanter. S'il chantait tout seul, d'ailleurs, peut-être que la musique serait toute pourrie. Donc en fait, c'est un groupe. Et d'ailleurs, Guy tout à l'heure, quand Ariane l'a présenté, elle a dit attention, c'est un travail d'équipe. Très important. C'est vrai que c'est un travail d'équipe. Il y a tout le monde qui contribue. Donc c'est aussi la capacité à s'entourer. Alors c'est vrai qu'après c'est difficile parce qu'il faut trouver des personnes passionnées aussi. Et là c'est là où on peut trouver des problèmes. Et il l'a dit tout à l'heure, Abdoulaye, vous voulez travailler avec moi? Vous avez intérêt à suivre. Tout le problème il est là. Parce que tout le monde veut respirer le bon air, pouvoir avoir le bénéfice du succès et tout ça. Mais il faut bosser. Malheureusement. Ça ne tombe pas tout seul. Et on le voit, ça demande vraiment énormément de travail pour construire quelque chose. Et rien n'est jamais acquis. Surtout actuellement, il y a une vraie compétition, il y a des gens qui se battent tous les jours pour prendre. Et puis en plus, dès que ça commence à marcher, alors il y a 130 000 personnes qui veulent copier. Donc du coup, il faut maintenir, il faut continuer d'avancer, il faut aller plus en profondeur, donner plus de consistance au projet. Et c'est là que le projet grandit aussi. La compétition est saine aussi. Et donc c'est un travail d'équipe, mais dans l'équipe, il faut que ça suive. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a plein de gens qui viennent et ils veulent se poser. Et là, ça devient des poids. Et c'est très difficile. Donc il faut arriver à avoir toute cette énergie collective. Mais ce qui est clair, c'est que s'il n'y a pas une action collective, il n'y a rien qui va se passer. Et en tout cas, ça va être limité. Et ça, c'est ce que j'appelle le 1 plus 1 est supérieur à 2. Et je pense que ça aussi, c'est la voie de l'avenir. Et j'aime bien citer Senghor, qui nous disait que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Parce qu'en fait, quand on rentre dans cette dynamique collective, ce qui est fantastique, c'est que n'importe qui, même le plus petit stagiaire, ne se rend pas compte, mais des fois, en fait, il donne quelque chose d'extrêmement important pour l'entrepreneur expérimenté. Et donc, en fait, on est toujours dans une relation où finalement on reçoit et on donne. Et donc, il faut être ouvert aussi, il faut être à l'écoute. C'est un peu le problème. Il y en a beaucoup qui sont... Il faut avoir une certaine humilité. Et tout le temps, en fait. Et donc, c'est pour ça, dans l'écoute, si vous voyez beaucoup d'entrepreneurs, en fait, ils vont souvent au contact du client, ils vont discuter avec des gens, parce qu'aussi, en même temps, ils récupèrent des informations. Donc, ils sont toujours en échange, ils sont toujours en contact. Ouais. Donc, ça, c'est extrêmement important. Plus que jamais, aujourd'hui, en fait, on a besoin d'entrepreneurs. On l'a évoqué tout à l'heure, c'était un peu en lame de fond de la présentation de Guy. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est en train de subir une crise qu'on n'a jamais vue. On est dans une transition économique. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une économie qui est en train de se transformer. Certains ont parlé de troisième révolution industrielle. On est dans une nouvelle économie, donc en fait, où on perd pied, quelque part. Toute transition est difficile, c'est une forme de crise. En fait, on est dans une transmutation de nos économies, mais avec notre économie, de nos modes de vie. On a une transition énergétique, c'est-à-dire de moins en moins de pétrole, tout est basé sur le pétrole, le plastique qu'on utilise, etc., les transformations chimiques, etc. Donc en fait, il y a énormément de manières, de choses qu'on fait aujourd'hui, qu'on utilise, et à commencer par l'énergie, qui vont devoir changer. Et donc, on a des modes de vie qui vont changer, on va avoir une économie qui va changer profondément. On doit penser à nos enfants, Guy l'a dit plusieurs fois, mais ça, c'est extrêmement important, parce qu'en fait, la question aujourd'hui, c'est de se demander qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures. Et aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, c'est quelque chose qui doit être pris en compte, parce que au début, je vous ai montré une photo vue de l'espace. Le problème, c'est que si on ne fait pas attention, la prochaine photo vue de l'espace, il n'y aura pas plus d'activité humaine, parce qu'on ne pourra pas vivre. Les poissons, ils sont en train de se nourrir de plastique. L'air est en train d'être pollué. L'énergie est en train de se transformer qu'on n'en ait plus. En tout cas, l'énergie fossile. Le CO2 en un truc. Là, on est en train d'installer une centrale au charbon. Complètement aberrant. Quand on voit les circonstances. Donc, on a des vrais soucis là.
Et quand on parle de ça, changement climatique, on parle par exemple de déplacement de 150 millions de personnes en Afrique, à cause du changement climatique. Donc il y a des zones, c'est même pas la peine de commencer à faire de l'agriculture, parce que d'ici 30 ans, en fait, ça va être des zones qui vont être brûlées. Donc il faut aussi qu'on intègre ça dans nos prévisions, dans notre futur. Et en plus, on a un monde qui change extrêmement vite. On a aujourd'hui des technologies qui évoluent de manière exponentielle. C'est-à-dire tous les 18 à 24 mois, elles doublent de capacité. Et donc vous imaginez la célérité dans laquelle on est. Donc ce qui fait qu'on a du mal à suivre aussi. Et ce qui fait qu'on doit changer extrêmement vite. Et donc des technologies qu'on n'a même pas appris à maîtriser. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour élever nos enfants qui sont en train de jouer avec des cellulaires, comme mon fils actuellement qui se fout de ce que je suis en train de raconter. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, comment on fait? Moi, quand j'étais petit, on appelait chez moi, il fallait être très poli, sinon on allait raccrocher en pleine tête. Et du coup, il y avait un contrôle de l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, certains ont des cellulaires, ils ont accès à Internet, avec toutes sortes de choses. Vous voyez comment ça change même nos rapports sociaux. Donc c'est extrêmement profond. Donc aujourd'hui, on a besoin d'entrepreneurs, de gens qui ont cette capacité de voir des choses et de créer des choses. Et donc ce nouveau mode de vie qu'on a besoin, qui va être écologique et durable, pour créer ce monde de demain, qui est là déjà à nos portes. Et donc on a besoin de ces entrepreneurs pour inventer ce nouveau monde. C'est pour ça qu'on a lancé Jocolab, en partant aussi d'un proverbe africain très simple, qui, si tu veux aller vite, marche seul, et si tu veux aller loin, marche avec les autres. La collaboration, je pense que c'est la clé. On nous dit l'Afrique, elle va être le continent du futur. L'Afrique aussi, de par ses valeurs, de par sa tradition, et en puisant dans sa tradition, doit être, à mon avis, une des réponses qui va aider le monde à sortir de ce 21e siècle et de traverser ce 21e siècle. Et une des valeurs, et aujourd'hui je suis très content d'entendre Attali, par exemple, parler d'altruisme rationnel. Donc on voit qu'on a des penseurs qui commencent à arriver et parler de ces questions-là et de dire attention, maintenant il faut qu'on commence à travailler différemment et qu'on commence à avoir de l'empathie pour l'autre, qu'on commence à travailler ensemble dans un souci de préservation des générations futures. Et ça, on a commencé à le dire il y a 4 ans. On a créé un espace pour essayer d'amener plus d'entrepreneurs à avoir une sorte de récif en fait artificiel dans lequel ils puissent venir et recréer cet écosystème et le nourrir pour se réaliser. Échanger aussi leur manière de faire, comme on le fait ici, mais essayer de le faire au quotidien, arriver à animer des communautés et donc transférer du savoir-faire, à connecter les gens. On a commencé à Dakar il y a 4 ans, aujourd'hui on est au Burkina, on est au Mali, on est en train d'ouvrir en Côte d'Ivoire, on est en France et on est en train d'ouvrir au Maroc et il y a une dizaine de pays qui sont en train d'arriver. Et ça, ce qui est extraordinaire en fait, c'est que c'est fait avec des entrepreneurs. Et des jeunes entrepreneurs, pas les grosses entreprises, etc. Donc on voit qu'en fait, si Abdoulaye, Guy, Youssou et vous tous, on commence, Marianne et d'autres, chacun avec son initiative, on commence à s'unir, on se rend compte que le tout est supérieur à la somme des individualités. Et là, on a une vraie capacité à changer les choses, et à changer ce monde et à changer les modes de fonctionnement que l'on a aujourd'hui pour bâtir un monde meilleur. Je vous remercie. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt.